Bienvenue à cette troisième vidéo de Parlons-en. Aujourd'hui, nous parlons de la performance à travers un invité surprise, Jacques Larthomas, un professeur de philosophie qui a traversé le monde avec sa famille, ses enfants. Mais avant ça, une petite présentation s'impose. Je m'appelle Thierry Ferrari, je suis artiste, conférencier, multi-entrepreneur et concepteur de la formule d'accompagnement « Développe ce que tu es ». Si vous avez besoin et envie de dépasser vos limites, si vous avez envie d'atteindre votre plein potentiel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. C'est parti. Salut, comment ça va Jacques? Eh ben, très bien Thierry. Ok, je sais qu'on est en pleine préparation là, de la rentrée scolaire, donc je suis vraiment très content que tu m'accueilles chez toi. En plus, je me suis incrusté chez toi. Eh ben, c'est un plaisir. Il faut le dire quand même aux auditeurs, normalement on devait tourner cette vidéo en Grèce. Sur un bateau. Voilà, sur un voilier, avec le soleil. Le truc, c'est que on n'avait pas trop envie quand même. Ouais. Bon, en tout cas, je voulais te remercier d'abord de m'accueillir chez toi et ensuite de te prêter à cet exercice qui est quand même pas si facile que ça, l'exercice de l'interview. On va essayer. Il faut savoir que Jacques, en fait, c'est un ami cher, un homme de bonté, un philosophe, un grand philosophe, et qui a une particularité. Sa particularité, c'est l'inspiration. C'est-à-dire que moi, il m'inspire beaucoup, parce qu'en fait, vous allez voir à travers cette interview que c'est un homme audacieux. Et l'audace est souvent nos limites. Et voilà pourquoi j'avais envie d'interroger Jacques aujourd'hui. Bon, dis-moi Jacques, Oui. qui es-tu? Vaste question. Pour l'état civil, je suis Jacques Larthomas, la cinquantaine, professeur de philosophie, Professeur agrégé de philosophie et père de 4 enfants. Pour le reste, je crois que la question qui on est une question qui n'a pas de réponse définitive et qui est un perpétuel recommencement. On est tout le temps en train de travailler sa propre identité à la recherche de ce qu'on est. Mais je ne suis pas très attaché à avoir une identité pour dire je suis comme ci ou je suis comme ça. L'important, c'est peut-être de s'accepter finalement tel que l'on est. Je crois que l'important, c'est de faire ce qu'on aime faire. Mmh. Et puis après, le reste vient tout seul. En fait, est-ce qu'on peut dire que tu es passionné par ton métier? Oui, complètement. Ouais. Je l'ai choisi par passion, à mon avis. D'accord, c'est quoi le moment clé, l'élément clé qui a fait que tu es tombé dans ce bouillon de passion? Je crois que c'est une réflexion qui m'est venue quand j'étais jeune étudiant et que voilà, comme tous les jeunes, je me demandais ce que j'allais faire, quel métier, quel moyen d'être utile. Et puis voilà, ça m'est venu comme ça. J'avais envie de transmettre cette culture philosophique, cette réflexion, et je savais que je ne m'ennuierais pas dans ce travail-là. Et si tu devais me résumer ton métier en fait en 15 secondes, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je dirais que le métier de professeur de philosophie en lycée, ça consiste à essayer d'enseigner l'esprit critique aux jeunes, de leur donner quelques rudiments de culture philosophique pour qu'ils puissent essayer de réfléchir par eux-mêmes et de ne pas subir la pensée toute faite. La pensée unique. Unique ou préfabriquée, parce qu'elle n'est pas forcément unique, elle peut être multiple, mais quand elle est préfabriquée par d'autres, c'est jamais très bon. Hein. Ça cache toujours quelque chose. C'est clair, c'est clair. Alors il y a une particularité, et c'est aussi ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Alors en 2007, on est parti, toute la famille, en Polynésie française, parce qu'on avait envie de vivre une nouvelle expérience, aussi bien familiale qu'humaine et professionnelle. Donc on a fait une demande de mutation qui a abouti pour la Polynésie française. Et du coup on a changé complètement de vie, on s'est dit on va aller à l'aventure et on va y aller complètement. C'est-à-dire qu'on a décidé d'habiter sur un voilier et de vivre comme ça. Donc de découvrir l'univers de la mer qui n'est pas le nôtre à la base, parce qu'on était plutôt tourné montagne. Mais on s'est dit que voilà, ça serait un beau changement. Et donc on s'est lancé dans cette aventure-là, tous ensemble. Enfin, les enfants étaient encore petits. Mais... Alors il faut dire qu'à cette époque-là, tu avais 3 enfants. Oui, 3 enfants. Voilà, tu partais donc avec 3 enfants en bas âge. De bas âge. Tu décides donc vous décidez en couple de partir pour la Polynésie et vous décidez donc d'habiter sur un voilier.
Est-ce que tu avais déjà fait du voilier? Est-ce que tu maîtrisais peu, la voile? très peu. Donc tu maîtrisais pas la voile, Non, on ne mais maîtrisait pas la voile, on ne maîtrisait pas cet univers, mais on s'est dit que voilà, il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas si on se donnait le temps. Et, voilà. Dans un premier temps, notre incertitude, c'était est-ce qu'on va réussir à vivre tous sur un petit espace comme un voilier, parce que passer d'une maison à un voilier, même s'il était assez grand, c'était un challenge. Et puis ça s'est fait sans problème. Et après, de fil en aiguille, ben, on a pris le temps d'apprendre à naviguer, d'apprendre à maîtriser le bateau. Et voilà. avec quelques anecdotes quand même parce que j'imagine que quand on commence à piloter, on dit piloter un voilier, on dit ça, Oui, on piloter. peut dire ça. Quand on commence à piloter un voilier, qu'on n'a pas d'abord l'expérience, la dextérité, d'abord on est encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, très audacieux hein, de le faire, mais j'imagine qu'on a quelques couacs. Oui, ça arrive. Alors je dirais que dans la première phase, il faut de l'audace et il faut aussi comment dire, quelques soutiens. Voilà. Moi, je me rappelle très bien qu'on avait rencontré un de tes amis qui était skipper professionnel Mhm. et qui nous a quelque part rassurés, qui nous a dit bah oui, faites-le, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Et ces rencontres-là sont extrêmement importantes dans ce genre de basculement parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui à un moment donné te conforte, bah, tu es seul face à tes appréhensions, hein. Parce que finalement, la prise de décision, elle n'est pas toujours évidente. Et donc, pour le coup, s'il n'y a pas des gens, enfin, j'essaie de résumer, s'il n'y a pas des gens pour quand même rassurer, nous rassurer, en fait, la Mm. décision, peut-être que ben, on la prend pas. Non. Mais je crois qu'on a besoin d'appuyer sa décision sur quelques éléments qui te rassurent, qui te disent que c'est possible ou qui t'encouragent à le faire. Et après, c'est une alchimie entre toi, tu es prêt à entendre ça et à l'attraper au vol, tu vois. Parce que tu peux croiser des gens qui te disent oui, vas-y, fais-le. Si toi, t'es pas prêt, tu feras rien, tu vois. Mm. Donc, mais au moment où toi, tu es en train de te décider, tu vois, t'as quelqu'un qui te dit bah ouais, voilà, vas-y, tu peux le faire. Et ça compte énormément, je trouve. D'accord. Donc, ça veut dire que ça pourrait aussi compter en sens inverse, c'est-à-dire une influence plutôt négative par rapport à cet objectif aurait pu avoir raison d'une Non, je pense décision. pas. Ouais, c'était ça. Je pense pas, parce que des influences négatives, t'en as toujours. C'est-à-dire pour un qui te dit oui, vas-y, t'en as 10 autres qui vont te dire non, mais tu es fou, c'est trop dangereux, moi je ferai jamais ça, etc. Ce qui compte, c'est d'avoir un avis que toi tu trouves important, c'est-à-dire de quelqu'un qui s'y connaît, tu vois, qui est compétent dans le domaine que tu recherches et qui vient te donner voilà, la petite étincelle, si tu veux, qui va te permettre à toi de démarrer. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas une influence au sens, voilà, ce que disent les gens, etc. Ça, en général, c'est plutôt négatif, quoi. Mais Les gens, malgré eux, hein, je pense pas que ce soit, mais c'est plutôt des freins, quoi. en fait, peut-être que les gens mettent ce frein-là parce qu'en fait, ils sont pas dans le même paradigme et que pour le coup, ben, ils peuvent pas comprendre et donc du coup, Mm. ils sont dans leur crainte et ils exposent à l'autre leurs propres craintes. Oui, voilà. Je pense que, bah, on le voit, hein, beaucoup de gens vivent quand même tous de la même façon, en suivant des process qui sont balisés par la société, jusque dans leurs rêves, quoi. Et donc, bon, ceux-là sont pas très porteurs, quoi. Voilà. Et il y a des gens porteurs, c'est-à-dire c'est ceux qui te permettent de faire des choses que toi tu as en toi, mais que si tu veux, tu oserais peut-être pas faire si tu étais absolument tout seul. Et nous, d'ailleurs, on essaye aussi un petit peu d'être comme ça pour d'autres, quoi. C'est-à-dire des gens qui disent ouais, vas-y, tente le coup. Finalement, Jacques, on est loin de connaître nos limites. Euh, oui, oui, bien sûr. Parce que pour le coup, je pense que tu partais, enfin vous partiez dans une, comme ça, dans un monde inconnu finalement, idéalisé certainement, hein, parce que je pense que tout le monde idéalise Tahiti, voit toujours que les bons Mhm. côtés de Tahiti, hein, Ouais. on imagine, puis vivre dans un pays où Mhm. c'est souvent différent quand même. Mhm. Et pour le coup, ben, entre ce qu'on conceptualise nous-mêmes et ce que l'on vit, il y a toujours des grandes différences et pour le coup, ben, on dépasse un peu nos limites qu'on n'imaginait pas. Ouais. Ouais, ouais, il y a deux choses dans ta question. Il y a l'aspect
il y a l'aspect imaginaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de ce qu'on va faire. Là, il faut se méfier, justement, je te disais tout à l'heure, des choses toutes faites et préfabriquées. Si tu veux, Tahiti, c'est un mythe commercial. Les gens s'attendent voilà, à aller au paradis. Enfin, nous, on savait très bien que ça serait pas le paradis. On ne savait pas ce qui nous attendait, mais on avait quand même compris que c'était très naïf de penser qu'on allait être dans la carte postale et bouger. Donc on savait que ça serait une expérience humaine, qu'il allait falloir s'adapter, qu'il allait falloir voilà, laisser venir les choses à soi plutôt que de se les imaginer toutes faites à l'avance. Et ça, je pense, c'est important pour éviter les grosses déceptions, quoi. Oui, la force de Voilà. l'homme et son sens de l'adaptation, en fait. On De a vu l'adapter. beaucoup de gens penser que partir à Tahiti allait résoudre toutes sortes de problèmes existentiels, de couple ou choses comme ça. Et en fait, nous on disait toujours, on part avec ses problèmes, quoi. Donc on les amène avec soi. S'ils ne sont pas résolus ici, ils ne seront pas résolus là-bas, quoi. C'est pas un lieu Ouais, qui ouais. va changer les choses. Par contre, si tu as cette ouverture, des choses intéressantes et nouvelles et inattendues viennent à toi. Voilà, ça c'était pour peut-être l'aspect adaptation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et par rapport aux limites, ben, je pense que bon, c'est compliqué parce que ça a beaucoup de sens de dépasser ses limites. C'est un côté très. Je pense que ce qui est intéressant, c'est déjà de dépasser les limites existentielles que la vie sociale ordinaire te pose, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Mais je pense que, bon, effectivement, tu as raison. Le mot limite est toujours. Mm. Ça conditionne toujours parce qu'on n'a pas tous la même définition, Mm. souvent des mots, hein. Euh, Effectivement, je ne sais plus qui disait, celui qui ne connaît Mm. pas le pouvoir des mots ne connaît pas les hommes, hein. Mm. Donc on a tous des interprétations, mais quand même, alors moi j'aime beaucoup ça, hein, le dépassement des limites. J'aime ça parce que je considère que souvent on se limite nous-mêmes d'ailleurs en fait. On est Oui. toujours dans notre propre, en se disant bah, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire. L'exemple typique, hein, c'est moi ça me serait jamais venu à l'idée de partir avec comme ça 3 enfants. C'était mon paradigme à moi, hein. Mm. Partir, je me disais quand même partir avec 3 enfants sur un voilier, waouh, c'est chaud, c'est Mm. chaud. Et déjà, je me mettais une propre limite, quoi, hein. Mm. Bon, je t'en ai jamais parlé parce que c'était ma propre limite à Mm. moi, mais euh, donc je trouve que voilà, ce qui est intéressant, c'est dans ma réflexion du départ, c'est de se dire, bah, finalement, connaît-on vraiment nos propres limites? À la limite, Mm. ce serait la vraie question. Ben, ça, c'est rejoint l'aspect philosophie, c'est-à-dire que en fait, ce sont des limites qui nous sont posées par les schémas que nous avons intégrés, hein, dans notre vie sociale. L'idée que voilà, ça se fait comme si, là, il ne faut pas aller trop faire ça, attention, tu vas te faire mal. Est-ce que quand tu parles de schéma, tu parles de croyance? Peut-être, oui. Enfin, D'accord, voilà, c'est des habitudes, d'accord, c'est tout d'accord. cette formation en fait que la société nous donne et à laquelle on ne peut pas échapper, hein, mais qu'on peut simplement dépasser, justement. Alors, ce sens-là, c'est un dépassement de limite, tu vois, en se posant simplement la question, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Est-ce que c'est si dangereux que ça? Est-ce que c'est absurde? Est-ce que c'est... Donc ça veut dire que sortir d'une voie tracée, finalement, c'est déjà aller chercher d'autres limites, quoi. Ouais, c'est se réapproprier un petit peu les questions, les schémas, tu vois, et se dire c'est moi qui vais évaluer si cette affaire-là, elle est trop compliquée, trop dangereuse ou pas, tu vois. C'est pas Mhm. une sorte d'inconscient, tu vois, qui va me dire non, fais pas ça. Là, finalement, on arrive au cœur du sujet, qui est la performance. Parce que finalement, pour moi, la performance, ce serait d'être toujours au-delà de son objectif, finalement. Toujours le petit millimètre qui fait la différence. Et quand tu as été au-delà de ce que tu pouvais toi-même imaginer, donc c'est au-delà de la limite que tu t'étais mise sur ton objectif, ben tu as performé en fait. Mm. Ce serait juste pour toi? Moi, comment dire, je le vois vraiment en termes de réalisation de quelque chose, au sens où à un moment tu vas te dire, tiens, ben ça, si je le veux pas, si je le mets pas en œuvre, si je me donne pas pour le faire, ça n'existera pas. Oui, d'accord, Tu vois, d'accord. ce truc-là, voilà, tu peux le faire exister, mais si tu t'impliques pas là-dedans, ce truc-là n'existera pas.
Alors je pense par exemple si tu crées une entreprise, à un moment donné tu peux te dire si je le fais pas, cette idée-là ou ce concept-là n'existera jamais, personne le fera. Je ne suis pas extrêmement intéressé par le côté performance presque au sens sportif qu'on met maintenant un peu partout, quoi. C'est-à-dire tout le monde doit être performant, les travailleurs doivent être performants, voilà, dans sa vie quotidienne il faut être performant, enfin, ça devient presque aliénant ça aussi, hein, de vouloir être performant dans ce sens-là à tous les étages, c'est-à-dire être parfait, avoir des résultats, etc. Moi ce que je retiens du terme performance, c'est un peu ce que dit le verbe anglais, tu vois, perform, c'est-à-dire c'est réaliser et faire quelque chose. Et souvent on déploie une énergie considérable à rien faire, à s'agiter comme ça. Et là, voilà, on devient performant le jour où on se dit, voilà, ça je veux le faire, je veux le réaliser, c'est un projet qui a sa propre fin. Oui, c'est la puissance de l'action, c'est-à-dire que effectivement, moi j'aime bien dire en fait que c'est l'action qui écrit l'histoire. Parce qu'on peut, si on conceptualise et qu'on reste à l'état d'idée et qu'on n'a pas d'action, effectivement, on n'écrira rien. Et au-delà de ça, ce que tu dis, en fait, moi, ça me fait penser plutôt à une définition de résultat. Parce que finalement, un résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est avoir une préparation de ce que l'on veut faire, c'est mettre en action, mettre des actions en place. Ensuite, c'est persévérer dans ces actions et réévaluer ce que l'on a fait. Et à partir du moment où on a ces quatre piliers, en fait, on aboutit forcément à de la réalisation et donc à un certain résultat. Alors, le résultat, pour certains, confondent résultat et objectif. On peut avoir des résultats qui soient pas ce qu'on espérait ou qui soient ce qu'on espérait. Mais quoi qu'il arrive, c'est un résultat. Et je considère en fait qu'on est 100% responsable de nos propres résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. On est responsable nous-mêmes des actions mises en place. Après, le tout, c'est d'accepter son résultat en se disant, c'est pour ça que je parlais de la quatrième étape qui était la réévaluation, parce que finalement, est-ce que c'est le résultat souhaité, et auquel cas on arrive à l'objectif, ou est-ce que c'est juste un résultat en fonction finalement des actions que j'ai mises. Mais tu vois, si on garde à performance un côté aussi un petit peu exceptionnel, parce que c'est ça qu'on entend aussi dans performance. Alors je voulais pas le mettre dans le sens de l'exploit, tu vois, mais le côté exceptionnel, si je peux prendre un exemple, c'est la différence qu'il y aurait entre quelqu'un qui veut créer un magasin et qui va le faire en disant, voilà, je veux que ce magasin-là, il soit comme ci, comme ça, ça soit un lieu, quoi, tu vois. Et à côté de ça, tu le compares avec quelqu'un qui va ouvrir une boutique franchisée, c'est-à-dire il a le truc clé en main, ça va tout être codifié si tu veux, sa créativité là-dedans elle est quasi nulle. Alors les deux font presque la même chose si tu veux, les deux vont avoir des objectifs, des résultats en sens commercial et managérial du terme si tu veux, mais pour moi il y en a un qui a fait quelque chose et l'autre a rien fait véritablement. Est-ce que tu penses que pour le coup, ça m'interpelle là-dessus, je me dis, est-ce que c'est pas l'implication des valeurs propres de chacun? Est-ce que ça a un rapport pour toi ou pas? Tu vois, si je continue sur mon exemple, si tu veux, quand tu es sur la franchise, tu n'es pas sur tes propres valeurs. Voilà, tu es je pensais que je l'en arrivais là. Tu es sur quelque chose que tu reproduis, si tu veux, et finalement, toute cette énergie-là, c'est pour quoi faire? C'est pour faire un magasin qui marche, qui te rapporte de l'argent, etc. Tu es dans un modèle assez pauvre. Tandis que si tu crées, entre guillemets, quelque chose, alors là, tu commences à performer, à réaliser quelque chose. Ce critère économique devient un des critères dans le truc là. L'important c'est est-ce que toi tu es heureux dans ce que tu fais, est-ce que tu as le sentiment que ça a du sens. Et, le sens, ouais. Ça, c'est intéressant. Le sens et c'est là que tu te retrouves, c'est-à-dire tu dis voilà ça c'est ce que je voulais faire moi, c'est-à-dire voilà, j'ai apporté quelque chose, conçu le truc à ma manière et pas forcément. Alors c'est pas l'optimum de la performance marketing certainement, puisque justement les franchises sont là pour te dire là il faut que tu mettes ça là et là parce qu'ils ont noté que ça marchait mieux, etc. Mais toi tu es sur d'autres critères, si tu veux, c'est-à-dire c'est plus humain et je pense que l'avenir est là, quoi. Il faut qu'on se remette dans des relations humaines et pas dans des flux commerciaux abstraits, quoi. Et pourtant on entend beaucoup parler dans l'entreprise, remettre l'humain au cœur de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Ça, c'est toute notre difficulté, si tu veux, c'est de se réapproprier les mots, ou de les conserver, parce que
le monde de la communication d'entreprise est un monde qui phagocyte et qui absorbe tout le vocabulaire, si tu veux, y compris révolutionnaire, si tu veux. Hein. Voilà, c'est pas pour rien si on te vend des t-shirts Che Guevara, si tu veux, en quantité industrielle dans des magasins pour touristes, quoi. Donc il y a cette capacité, si tu veux, de tout recycler dans le langage qui te fait perdre le sens des mots. Alors, mettre de l'humain, dans bien des cas, c'est juste un slogan, tu vois. D'accord. Oui. C'est juste une intention et un produit, tu vois, un discours marketing. Le faire vraiment, c'est une autre affaire. Et si on y arrive, je pense que ça redevient ce que ça devait être, c'est-à-dire une activité économique, c'est une activité humaine parmi toutes les activités humaines, une activité sociale dans laquelle les humains interagissent. C'est pas des choses abstraites pour faire de l'argent de manière automatique, quoi. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Et d'où la nécessité d'avoir euh, des leaders acteurs. Moi, j'aime bien utiliser ce mot. Pourquoi Mm. leader acteur? Parce que le leader, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'inspiration, hein, qui Mm. doit inspirer, hein, qui inspire les autres. Et souvent, c'est quelqu'un qui a une vision et un sens. Parce que tout à l'heure, tu as Mm. utilisé le mot sens. Et le sens a plusieurs sens, hein. Il y a le Mm. sens qui est la direction, il y a le sens de qu'est-ce qu'on fait. Mm. Enfin, philosophiquement, je pense que tu pourrais m'en dire un paquet sur cette notion de sens. Et à mon sens, justement, il n'y a pas de leader sans vision, et que souvent, il y a un espèce de formatage de leader qui fait que on perd tout sens. Et Mm. donc, du coup, l'humain disparaît. Et pour revenir à la performance, on a des performances qui est industrialisée, Mm. et on perd de plus en plus l'humain. Mm. Je pense qu'il y a deux univers, si tu veux, hein, et en particulier dans ta branche. Tu auras tout un aspect, si tu veux, qui se trouve dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, tu vois, enfin, tout cet aspect-là. Et ces gens-là viendront peut-être pas vers toi parce qu'ils ont déjà ce qu'il leur faut pour être performants selon leurs critères économique. Mais je pense qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui conçoivent plutôt leur activité économique et donc leur création d'entreprise comme un projet de vie, un projet personnel, et qui veulent construire, y compris l'entreprise, sur des bases différentes. Et alors c'est là que c'est intéressant d'avoir des gens, comme je te disais, qui te disent, bah oui, c'est possible. Mm. Voilà. On n'est pas obligé de faire une entreprise telle que le banquier va te la définir avec son business plan carré, ses trucs, et de prendre les choses autrement. Les relations sociales de l'entreprise peuvent être différentes de ce qu'elles sont dans une entreprise classique. La relation avec tes partenaires, avec tes clients, voilà, ça peut fonctionner autrement une entreprise. Alors peut-être que tu ne feras pas des performances financières à 2 chiffres, mais finalement, ce n'est pas forcément le plus important. Oui, la performance n'est pas toujours alignée sur l'argent, en fait, de toute façon. Tu vois, l'économie, c'est Et, construit tout un univers symbolique que moi j'appelle idéologique, si tu veux, où on t'explique que c'est la guerre, qu'il faut survivre, qu'il y a une sorte de darwinisme, etc., etc. Mais en fait, pourquoi? Voilà. Une entreprise, bien sûr, elle a vocation à te faire vivre et à ne pas perdre de l'argent, ça on est d'accord, tu vois. Mais elle n'a pas forcément vocation à te rendre millionnaire au bout de 6 mois, tu vois. d'où la nécessité d'être aligné sur le sens. Et Oui. donc, du coup, ça me fait rebondir sur ton aventure à Tahiti, puisque du coup, on peut y mettre ça aussi. C'est-à-dire que quand on a le sens profond de ce qu'on veut faire, et que on dépasse nos propres limites parce qu'on arrive dans un monde inconnu, effectivement, on va traverser un tas de désagréments, un tas d'obstacles. J'imagine que tu as traversé aussi des obstacles. Mm. Parce qu'après, je voudrais qu'on parle juste après Tahiti, cette deuxième expérience, parce que ça t'a amené en fait à persévérer dans. C'est ce qui m'inspire moi chez toi, c'est que ça s'arrête pas finalement. C'est aussi pour moi de la performance en fait. C'est vraiment, ok, je suis aligné avec ce que je suis aligné avec ce qu'on est aussi, parce que vous faites tout ça en famille, et je trouve que justement cet alignement, elle permet de franchir des étapes, quoi. Mm. Ouais. J'avais envie de faire à ce moment-là une petite parenthèse philosophique sans être Ça m'intéresse, ça m'intéresse. sans être trop pédant ni trop technique ou universitaire, mais y a de belles choses là-dessus dans les réflexions d'Aristote sur la morale, en fait. C'est-à-dire la façon dont on se comporte dans la vie, en fait. C'est ça la morale, la façon dont on va pouvoir ou pas conduire sa propre existence. Et Aristote part de ce point de départ là, déjà, c'est que comment dire, la vie est jamais totalement prévisible. Certaines choses sont prévisibles, mais dans le monde, tout n'est pas prévisible. Donc en fait, conduire sa vie, c'est pas l'objet d'une science
rigoureuse comme l'astronomie, parce que l'astronomie, le cours des astres, il est régulier, tu vois, et tu peux le prévoir, le calculer à l'avance. Dans les affaires humaines, c'est pas possible. Donc, il s'agit de développer une faculté d'adaptation. C'est ça qu'il appelle d'ailleurs la sagesse ou la prudence, hein, la vertu du sage. Et donc cette vertu aristotélicienne, elle est très proche de ce que tu appelles, ou ce qu'on peut appeler ensemble la performance, c'est-à-dire cette capacité de trouver la bonne chose au bon moment, la bonne action au bon moment, les bons mots au bon moment, etc. Et ça, dit Aristote, il n'y a aucune science proprement dite ne nous l'enseigne. Il faut de la science pour pouvoir le faire, mais il faut aussi de l'expérience. Et donc c'est ça, et le terme qu'il utilise, qu'on a traduit par vertu, c'est quelque chose qui dit aussi l'excellence. C'est-à-dire c'est là qu'on montre véritablement ses qualités. Et je rebondis là-dessus parce que Spinoza dit sur la vertu une chose très belle et toute simple. Il dit la vertu est à elle-même sa propre récompense. C'est-à-dire, il ne dit pas soyez vertueux et puis le Seigneur, dans sa grande miséricorde, vous récompensera par une bonne place au paradis. Il dit non, tous ces calculs-là, c'est évident, la vertu est à elle-même sa propre récompense. Et je pense qu'il y a beaucoup à méditer là-dessus parce que souvent les gens font des quantités de choses pour avoir une récompense après. Il dit je vais faire ça, je vais monter cette boîte, puis je vais la revendre, je vais être riche et là je vais pouvoir enfin, etc., etc. Alors que si on comprend que la vertu est à elle-même sa propre récompense, c'est-à-dire c'est là quand tu le fais que tu es heureux. Et c'est une propre récompense, donc c'est très... Tu ne fais pas les choses pour ceci ou cela, pour qu'on parle de toi, pour qu'on te dise ouais, etc. Tu le fais parce que les faire te rend heureux. Et là, il s'appuie aussi sur ce que disait Aristote, c'est-à-dire que en fait, ce qui nous rend heureux, nous les humains, c'est de mettre en œuvre effectivement nos potentialités, nos qualités. Et quand on y arrive, on est heureux. Le potentiel d'une personne, je crois que ce qui est beau là-dedans, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'il est insondable, et d'ailleurs, pour rester avec notre ami Aristote, il travaille beaucoup sur ce couple en puissance, en acte. Et il dit que voilà, il faut qu'on arrive à faire passer en acte ce qu'on a en puissance. Mais le problème, il dit, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on a en puissance tant qu'on ne l'a pas passé en acte. Donc c'est l'acte qui nous révèle nos capacités. Et en fait, on est toujours face à ce mystère. De quoi est-ce que je suis capable ? Je le saurai quand j'aurai fait. Donc finalement, on est toujours peut-être plus capable qu'on ne se l'imagine. Des fois, on s'imagine qu'il suffirait d'être capable et que ça dispenserait de faire, etc. Tu vois, on voit bien aussi les travers dans lesquels on peut tomber avec l'idée de potentiel. Je crois qu'en fait, il ne faut pas se laisser enfermer dans une conception restrictive de notre potentiel, au sens où le potentiel, il est toujours plus vaste que ce qu'on imagine, et c'est à nous d'apprendre à l'utiliser au mieux. Finalement, le potentiel de ce que tu dis, ce serait finalement être un acteur, parce que l'acteur, ça vient du mot actor, hein, un mot latin, ago is ere, celui qui fait, celui qui agit, et Exactement. finalement, seule l'action écrit l'histoire. Moi j'aime beaucoup cette phrase-là. Moi je voudrais finir peut-être sur cette phrase de William Shakespeare qui dit je tiens pour ce monde ce qu'il est, un théâtre, où chacun a son rôle à jouer. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'être un acteur, en fait. Parce que le rôle, qui dit rôle, dit acteur. Le terme d'ailleurs qui est au centre de la réflexion d'Aristote, hein, c'est pas acteur comme tu l'as dit, mais c'est exactement la même idée puisque c'est agir. Hein. Agir. Voilà, l'agent. Voilà, comment être agent dans sa propre vie, donc c'est exactement ce que tu dis, comment être acteur au sens actif du terme. Cette capacité à agir, elle nécessite aussi la capacité à saisir les opportunités que le monde peut nous offrir. Et c'est vrai que souvent les gens ont tendance à tout mettre sur le dos des circonstances en disant j'ai pas eu la chance. Ça. En fait, dans le monde dans lequel on vit, il se produit toutes sortes de choses négatives, positives, etc. Et on ne maîtrise pas ces choses-là. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est notre petite capacité à de temps en temps saisir une opportunité qui se présente. Et c'est ça qu'on pourrait appeler l'adaptation, c'est-à-dire la capacité à être un peu à l'écoute et à sentir ce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire le moment opportun. C'est-à-dire il y a un moment, on ne fait pas les choses comme ça sans tenir compte du monde extérieur. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui fait les choses à notre place. C'est-à-dire qu'il faut sentir que là c'est le bon moment
là il y a la bonne fenêtre, là il y a la bonne rencontre, là il y a la bonne opportunité. Mais ça, il y en a dans toutes les vies. Si on est prêt, voilà, les opportunités arrivent. Mais être prêt, c'est finalement être aligné avec soi-même. Oui, oui, c'est déjà avoir fait ce travail sur soi, de se libérer un petit peu de ces fameux schémas préconçus qui sont un peu limitants, et d'avoir mûri et d'être porteur d'un projet quel qu'il soit, et après de dire, bah, tiens, voilà, là c'est le moment de le faire. D'accord, donc je pourrais peut-être conclure sur cette définition du potentiel qui est cette fameuse réunification ou somme de trois piliers. Le premier pilier qui est la prise de conscience de qui on est, de ce que l'on fait. Puis ça pourrait être également la responsabilité de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Parce que souvent on ne veut pas de cette responsabilité. Et enfin le troisième pilier qui est finalement le comportement, l'état d'esprit, l'attitude par rapport à ce que l'on est et puis par rapport à la direction que l'on s'offre. Ça tirait? Oui. Bon, Oui. super. Bon, ben merci Jacques. Eh ben de rien, Thierry. Tu as passé un bon moment, ça a été? Plaisir, et on pourra poursuivre ces réflexions quand tu veux. Bah, il n'y a pas de problème, on va poursuivre. Parfait. Bon, super, merci beaucoup. Merci Thierry.